Je suis très heureux de vous accueillir pour cette Assemblée générale. Alors, la plupart d'entre vous me connaissent déjà, mais comme à cause des effets de confinement, nous n'avons pas eu d'Assemblée générale depuis ma nomination comme président de cette association, je me présente donc brièvement. Je suis Claude Monneret, je suis pharmacien, ancien président de l'Académie nationale de pharmacie et directeur de recherche émérite, où j'ai travaillé d'ailleurs ici dans l'Institut Curie. Et c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Marie-Françoise Merck. Voilà, nous sommes des anciens de l'Institut. Donc bienvenue aux membres de notre association, mais bienvenue également aux membres de la FAS, en particulier sa vice-présidente et son secrétaire général, puisque maintenant nous organisons des conférences d'un commun accord ensemble depuis cette année. Voilà. Donc nous allons commencer avant l'Assemblée générale par la conférence, comme il est d'usage, et nous allons donc, je vais donc vous présenter le conférencier de la journée. Donc le professeur Jean-François Bergman, qui est à PUPH à l'hôpital Lariboisière, que j'ai le plaisir d'ailleurs d'avoir fréquenté dans mon jeune temps, puisque j'étais interne en pharmacie, comme je lui disais, dans les années 60 à 64, ce qui relève déjà d'un certain temps. Donc il a été chef de département de médecine interne à cet hôpital et professeur de chimie thérapeutique à l'UFR de Paris Diderot. Donc il a pris une retraite il y a peu de temps, mais enfin j'ai cru comprendre qu'il avait encore certaines activités au niveau de cet hôpital. Il a également eu beaucoup d'autres activités, comme vice-président de la commission d'AMM de l'AFSAFS, c'est-à-dire ce qui a précédé la NSM. Donc je lis pendant 11 ans et 10 mois, beaucoup d'activités. Président de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles également. Enfin, vice-président de la commission de transparence. C'est vous dire que le professeur Bergman s'intéresse beaucoup également aux médicaments, à la thérapeutique. D'ailleurs, il a effectué, j'ai lu une mise en garde au début de notre pandémie, en mettant en garde le fait qu'on se précipite pour soigner une maladie virale qu'on ne connaissait pas sur des médicaments anciens, sans effectuer les essais sérieux que cela nécessite à chaque fois pour déterminer les effets bénéfices-risques. Et je crois qu'il avait raison, puisqu'on a eu quelques exemples de malencontreuse utilisation de certains médicaments, enfin disons utilisation un peu prématurée. Voilà. Donc je vais maintenant quand même lui donner la parole. Il a beaucoup déjà discuté des effets placebo-addiction. J'ai vu quelques émissions de France Inter, en particulier La Tête au carré, à laquelle il a participé. Et donc je vais lui donner la parole pour nous parler de placebo. Évidemment, l'effet qui est associé est contraire, le nocebo. Alors ça vous intrigue un peu, mais il va nous expliquer comment bien s'en servir. Voilà, professeur Bergman, écoutez, je vous cède la parole. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là, très honoré que vous ayez pensé à moi et m'inviter sur un sujet effectivement un petit peu bizarre. Alors je suis un peu impressionné, je sais que vous êtes des grands chercheurs, beaucoup plus grands que moi, donc je ne vais surtout pas aller sur votre terrain de la recherche, je vais essayer d'aller sur des terrains où je suis plus confortable. En tout cas, donc, effectivement, merci de m'avoir invité. Encore une fois, je suis content d'être là. Donc ça, c'est mes mères nourricières, la fac, l'INSERM, l'hôpital. Puis maintenant, c'est plutôt ma maison en Anjou, en fait, et où je passe plus de temps. Alors, les conflits d'intérêts, on commence toujours par ça. Alors là, j'en ai un paquet, hein. Vis-à-vis du placebo, effectivement, c'est forcément pas des grands conflits financiers. On ne gagne pas beaucoup d'argent à fabriquer, à évaluer ou à vendre du placebo. Mais pour parler placebo, il faut l'utiliser quelque part. Et je l'ai fait dans mes missions hospitalières ou dans l'unité de recherche. C'est l'enseigner. Je suis enseignant de thérapeutique, donc j'ai enseigné le bon usage des médicaments. Et donc forcément, le bon usage du médicament doit faire penser à l'effet placebo dans la prescription ou l'effet nocebo, on reviendra sur les définitions. Et puis, comme vous l'avez rappelé, M. Monneret, dans mes fonctions d'évaluateur dans les différentes agences, on est obligé de se poser la question du placebo. Est-ce que c'est le bon comparateur? Est-ce que le médicament est meilleur qu'un placebo? Faut-il se débarrasser des placebos? Vous vous souvenez que dans les années 2000, il y a eu
une vaste revue de tous les médicaments et on a décidé de dérembourser les médicaments qui avaient été qualifiés d'inutiles. Il y en a eu 832 qui étaient finalement des placebos et parfois même des nocebos, donc plutôt des médicaments délétères. Puis maintenant que je n'ai plus de mission, je peux aller voir du côté des industriels. Le garde-chasse est devenu braconnier et, disons, expliquer aux industriels comment ils doivent faire pour développer le mieux possible leurs médicaments et donc forcément parler des essais versus placebo. Alors, on a tous plein d'histoires sur le placebo. Le placebo, je plais, donc je fais du bien, et c'est pas uniquement une molécule, ça peut être une pensée, ça peut être un mot gentil, ça peut être une impression de compassion, d'empathie, c'est du placebo, ça plaît à celui à qui ça s'adresse, et puis à l'opposé, du nocebo, je nuis, je fais du mal, et là aussi, ça peut être un médicament, actif ou inactif de par ses effets indésirables, mais ça peut être aussi une action vers le malade qui va lui faire du mal. Alors je vous ai mis des petits exemples, on pourrait en trouver, chacun a les siens. Quand est arrivé le salbutamol, la première molécule en spray bêta+, dans l'asthme, dont on a beaucoup parlé, c'était extraordinaire. Les asthmatiques qui prenaient la bonne vieille théophiline, le jour où on leur a donné de la ventoline, enfin du salbutamol, ils se sont sentis beaucoup mieux. Et il y a un grand professeur de pneumologie parisien qui allait quêter du côté de chez Glaxo, qui était l'inventeur du salbutamol, pour avoir des boîtes de salbutamol dont on parlait tant. Alors on lui a livré des échantillons de salbutamol. Il était tout fier, il a pris ses 5 ou 6 malades les plus graves, et il leur a donné les 5 ou 6 boîtes qu'il avait reçues, et 15 jours après, les malades étaient tous transformés. Il dit « Oh, docteur, c'est extraordinaire votre médicament ». Et après, il a reçu une petite lettre de Glaxo en lui disant « On est vraiment désolé, on s'est trompé dans l'envoi, on vous a envoyé du placebo ». Mais, bien donné par un grand professeur très euphorique, ça marche bien. La cimentoplastie, vous savez que dans les ostéoporoses ou dans les tassements vertébraux, le fait d'injecter du ciment dans la vertèbre et de refabriquer une vertèbre marche bien. Il y a un très bel essai anglais publié dans le Lancet qui a montré, randomisé, un groupe qui avait la cimentoplastie, un groupe qui ne l'avait pas, et clairement, un mois plus tard, ceux qui avaient la cimentoplastie allaient beaucoup mieux que ceux qui ne l'avaient pas eu. Mais les Australiens ont dit « Ah oui, mais attendez, ça c'est peut-être l'effet placebo, il faut faire ça en double aveugle ». Alors ils ont fait la même chose en double aveugle. Ils ont pris des malades qui avaient la vertèbre écrasée, ils les ont mis dans une salle de radiologie interventionnelle, ils ont préparé du ciment pour que ça sente le ciment dans la salle, ils ont piqué la vertèbre, et là, il y en a 1 sur 2 qui avait du ciment et l'autre qui n'avait rien. Mais ils avaient tous la piqûre. Pas de différence d'efficacité à 1 mois. Donc, ce qui compte, c'est ce que j'ai dit à mes radiologues de la Rivoisière, faites des cimentoplasties, mais vous vous emmerdez pas à injecter du ciment, faites des cimentoplasties quand même. Brigitte, c'est ma petite sœur. Elle a 9 ans de moins que moi, et elle avait tout le temps mal au ventre quand elle était petite. Et moi, j'avais une espèce de petit jaguar en métal, et je lui passais le jaguar sur le ventre, et elle était guérie. C'était ma première utilisation personnelle du placebo il y a un paquet d'années. Et puis vous l'avez rappelé, l'hydroxychloroquine, il y a 2 ans, ça a guéri des milliers de gens, alors qu'on sait très bien que ça ne marche pas, donc il y avait un fort essai placebo. Et puis à l'inverse, l'effet nocebo, les premiers essais qui ont été faits avec l'interféron bêta dans la sclérose en plaques, très bon médicament, ça a été le premier médicament de la sclérose en plaques. Les malades qui participaient à cet essai signaient un formulaire de consentement où on leur disait vous allez avoir soit du placebo, soit de l'interféron. Et comme il se doit, dans le formulaire de consentement, on leur expliquait les effets indésirables induits potentiels par tous les traitements, le placebo comme l'interféron. Or, l'interféron bêta donne des syndromes pseudo-grippaux, on a un peu les frissons, les myalgies, de la fièvre, dans les heures qui suivent l'injection.
c'est quand même 3 injections par semaine et ça durait 6 mois, donc vous voyez un petit peu ce que ça voulait dire. Ça faisait 75 grippes dans les 6 mois. Et bien, le groupe placebo, qui avait du sérum Phi, 23% de ces malades ont décrit des syndromes pseudo-grippaux, effet nocebo, à l'évidence, puisqu'ils avaient du sérum Phi, mais ils avaient lu sur la notice que le médicament pouvait donner des syndromes pseudo-grippaux, donc ils les avaient. Voilà, il y a quelques années, il y a pas mal d'années, je me suis posé une question qu'on s'est tous posée. Est-ce que c'est vrai quand les malades vous disent « Oh là là, docteur, j'ai pris vos antibiotiques, ça m'a fatigué ». C'est fatigant d'entendre que les antibiotiques fatiguent. Et on leur dit « Mais non, ce n'est pas les antibiotiques qui vous fatiguent, c'est la maladie pour laquelle je vous les ai prescrits ». Donc je voulais en finir avec ça. Et donc j'ai dit, on va regarder si les antibiotiques fatiguent et on va donner des antibiotiques à des gens qui ne sont pas fatigués et qui ne sont pas malades. Avec consentement et tout, c'était un peu compliqué. C'était limite de donner des antibiotiques à des non-malades. Et on va mesurer la fatigue. C'était en crossover, donc les volontaires sains avaient 1 semaine d'amoxicilline et 1 semaine de placebo dans un ordre en double aveugle. Et on mesurait la fatigue à la fin de la semaine. Et entre parenthèses, aucune différence entre la fatigue après le placebo et la fatigue après l'amoxicilline. Donc les antibiotiques ne fatiguent pas. N'empêche que j'avais pris les volontaires qui traînaient, en particulier les gens qui travaillaient dans le service à la Ribosière, en particulier une interne qui a commencé à prendre son traitement et qui, à J2, est venue me voir. Elle avait une urticaire géante, elle était rouge comme une écrevisse. Et j'étais emmerdé parce que je me suis dit, merde, si elle fait une allergie à l'amoxicilline que je lui donne alors qu'elle n'a pas d'indication. Bon, j'étais embêté. Et on a ouvert le code, c'était le placebo. Donc, elle a eu l'urticaire géant au placebo. Effet nocebo. Le métronidazole, qui est un bon médicament pour les infections à Helicobacter pylori, a un effet indésirable, c'est qu'il donne un goût un peu métallique dans la bouche. Et ça, on se sert du nocebo pour faire du placebo, car on leur dit, vous allez voir, quand vous allez prendre votre traitement, vous allez avoir un goût métallique dans la bouche, ça montre que ça marche. Et à ce moment-là, ça marche beaucoup mieux. Et le fait d'avoir l'effet délétère nocebo du goût métallique est considéré comme la preuve de l'efficacité. Bon, et puis, ce qui s'est passé il y a quelques années sur l'apparition de la modification d'un excipient dans le lévothyrox qui entraînait des effets absolument faramineux, c'était purement de l'effet nocebo. Maintenant qu'on le sait, qu'on a le recul, qu'on a plein d'autres pays qui sont passés à ce nouveau lévothyrox et chez qui il ne s'est rien passé, on sait que c'était purement du nocebo. Donc vous voyez, vous en ai mis 8, je pourrais vous en mettre 20 et vous en avez chacun quelques-uns à nous raconter. Alors une des questions qui se pose habituellement, c'est combien l'effet placebo ? C'est 10%, 20%, 50% des malades. Olivier Chassagny avait un peu refait la littérature et vous voyez que c'est partout déjà, avec une quantité d'effets placebo, c'est-à-dire d'amélioration quand on donne un antidépresseur, un traitement du reflux, un antalgique ou un médicament d'artérite qui est variable. Donc, cette question n'a pas vraiment de sens. Je ne sais pas combien c'est. Et en regardant dans les exemples, par exemple, là, c'est un essai avec un bras placebo dans la courbe bleue dans le cancer du corps utérin. On ne peut pas vraiment dire que le placebo ait le moindre effet. On aurait aimé que sous placebo ou sous traitement, la courbe soit un peu plate ou remonte avant de descendre. Non, pas du tout. Vous voyez que là, l'effet placebo, il n'y en a pas. Ça, c'est pour moi une des plus belles études qui existent sur le sujet, qui n'a pas été publiée dans le New England Lancet, mais qui a été publiée dans le TPE des élèves de première du lycée Rodin, qui sont venus me voir un jour en me disant, voilà, on a regardé, on a vu que vous travailliez sur le placebo, ça nous intéresse, on va faire un TPE placebo parce que c'est à la croisée de la STV, de la biologie, du psychisme, et puis peut-être aussi d'un mécanisme qui pourrait expliquer ça au niveau cérébral, et on veut travailler sur le placebo. Et ensemble, on a décidé de faire un essai thérapeutique, monocentrique, une classe, leur classe de première, et je leur ai prêté un appareil qui s'appelle le Pain Matcher, qui est une espèce de boîtier avec
au bout deux petits ronds, et on appuie sur les 2 petits ronds avec les pouces, et petit à petit, il y a un courant électrique de plus en plus insupportable qui monte dans le boîtier jusqu'à ce qu'on lâche. Et donc, le temps jusqu'à lâcher correspond à votre seuil de tolérance de la douleur. Et donc, elles ont acheté des boîtes de Doliprane, Doliprane paracétamol en gélule. La moitié des boîtes, elles ont ouvert les petites gélules, elles ont enlevé le Doliprane, elles ont mis du lactose dedans, ou je sais pas, de la farine, elles ont refermé tout ça, elles ont fait un code de randomisation, et elles sont allées dans la classe, prendre tous les élèves de la classe, et leur faire 3 fois du pain matcher dans un ordre randomisé en double aveugle. Une fois, on leur faisait le pain matcher sans rien, une fois, on leur donnait des gélules placebo, une fois, on leur donnait des gélules avec du paracétamol à l'intérieur. Et là, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Au bout de 16 secondes, on lâche quand on n'a rien. Ben, on lâche au bout de 21 secondes quand on a du placebo. Et on lâche au bout de 26 secondes quand on a du paracétamol. Donc, c'est magnifique. On peut poser une question au cours de route? Allez, bien sûr, oui. C'était toujours dans le même ordre, le témoin? Ah non, non, non. Ah, bon. C'était... Waouh. Parce que sinon... Ah non, non, c'était... Là, je vous l'ai mis là parce que c'était comme ça dans leur dossier qu'ils ont rendu. Ils ont eu 20 sur 20. Mais bien sûr, c'était randomisé et il y avait un code de randomisation. Non, elles avaient vraiment fait ça bien. Et alors après, je ne sais pas, on peut toujours tricher sur un code de randomisation artisanal, hein, mais globalement, c'était méthodologiquement bien fait. Et donc, on s'aperçoit que la quantité d'effets placebo est la même que la quantité entre le placebo et le paracétamol. Autrement dit, le gain thérapeutique de l'antalgique est pour moitié lié à l'effet pharmacologique du paracétamol et pour moitié fait à l'effet du geste de leur avoir donné une gélule jaune et bleue. Et puis, encore pire dans l'effet placebo, ça c'est un Lancet d'il y a quelques années sur la eskétamine qui est un produit utilisé initialement en anesthésie, la kétamine, et là il y a une forme eskétamine injectable intraveineux one shot, et on pense qu'en faisant une injection de eskétamine chez des dépressions mélancoliques sévères, on les améliore, et surtout on les améliore pendant 1 mois. Et d'ailleurs, vous voyez, vaguement, on ne voit pas très bien avec la flèche, j'en ai une, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit bien meilleure. Enfin, vous voyez qu'à J28, ceux qui ont eu de l'eskétamine, la courbe verte, elle est un peu plus basse que la courbe placebo, qui est la courbe rouge sur un score de dépression. Donc bon, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est J2. Donc vous faites l'injection et vous regardez comment, sur les scores de dépression, ce qui se passe à J2. Et vous voyez que, notamment avec le placebo, la courbe rouge, le simple fait d'avoir fait une perfusion, et dit voilà, vous avez votre perfusion, vous avez un score qui baisse d'à peu près 9 points. Alors que la différence au bout d'1 mois entre le placebo et l'eskétamine, elle est à peu près de 3 points. Donc la perfusion en elle-même fait 3 fois plus que le médicament. Parce que c'est comme ça. Alors, pas pourquoi. Alors comme je suis sûr que vous êtes des grands scientifiques plus grands que moi, vous voulez de la physiopathe, vous voulez du cerveau, vous voulez du mécanisme d'action, vous en voulez, je vous en donne. Donc, on pense que quand on donne un placebo à visée analgésique, avec une information positive, hein, c'est pas simplement prenez ça, hein, c'est voilà votre médicament antalgique, il y a une sécrétion endogène d'opioïdes qui peut d'ailleurs être inhibée par des antagonistes comme l'analoxone, qui est un antagoniste des opioïdes, et donc on a un effet analgésique placebo inhibable lié à la sécrétion d'opioïdes. Et on a même l'inverse, où là, si on fait une information négative, génératrice de douleur, voilà ce médicament que je teste peut entraîner des douleurs, c'est donc un effet nocebo, et bien vous pouvez là aussi l'inhiber avec des inhibiteurs de la cholécystokinine, donc
des récepteurs qui sont liés à ces opioïdes cérébraux. Alors, à partir de ça, on peut vous en sortir des wagons, là, des mécanismes d'action. On a eu un certain nombre d'études qui ont montré, dans un certain nombre, c'est à la colonne de gauche, de situations, anxiété, dépression, bien évidemment, mais même des maladies plus organiques, neurologiques ou endocriniennes ou immunitaires, des changements qui, sur différents facteurs, qui peuvent être des facteurs de médiation de l'inflammation quand on fait un médicament de l'immunité, des médiateurs neuropsychiques quand on fait un médicament neuropsychique, et finalement, cette espèce de quête infinie de pourquoi ça marche, comment ça marche, eh ben, elle conduit à ce tableau qui est un peu vain parce que on se doute bien qu'il se passe quelque chose dans la tête quand on a un effet nocebo ou placebo. Et puis maintenant, ce qui est à la mode, c'est de faire des IRM fonctionnels, hein, c'est-à-dire qu'on met le volontaire ou le malade sous l'IRM fonctionnel et on voit bien que quand on lui donne un placebo, un nocebo, il y a quelque chose qui s'allume dans la tête. Ce qui, moi, ne m'excite pas plus que ça, parce que si je prends n'importe qui et puis que je lui donne une grande claque dans la figure, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'allumer dans sa tête. Et puis si je lui fais un gentil petit bisou sur la joue, il y a aussi quelque chose qui va s'allumer sur la tête, mais pas au même endroit, quoi. Et ça, c'est la vie, quoi. Donc, de trouver quelque chose qui s'allume n'est pas pour moi la preuve d'une activité particulière. Alors, plus intéressant, il y a tous les facteurs qui jouent sur l'augmentation et la diminution de l'effet placebo. Alors là aussi, c'était une revue qu'avait fait Turner dans le JAMA il y a maintenant presque 20 ans, où il y a bien évidemment la façon de donner le traitement lui-même, la relation entre le soignant et le soigné, le type de soigner lui-même. Il y a vous savez, on a des personnalités, il y a un test assez classique qui est le test de Cattell, qui dit qu'on est en gros, on a 25% des Français qui sont Cattell A, c'est les agressifs méchants qui conduisent vite, et puis 75% qui sont Cattell B, qui sont plutôt posés et plutôt raisonnables, mais un peu moutons. Eh bien, le Cattell B, il est beaucoup plus placebo-répondeur que le Cattell A. Bon, enfin, voilà, on peut en sortir comme ça. Et puis, il y a aussi le fait, comme je l'ai vu montrer précédemment, qu'il y a des maladies qui sont plus placebo-répondeuses que d'autres, ça c'est normal. Et puis, la façon dont on va le donner, le type d'essai par exemple, va influer. Le champion du monde, le champion absolu du placebo, c'est lui, quoi. C'est le Dr Knox, c'est Jules Romain. Quand on entendait Louis Jouvet expliquer comment l'ensemble de la ville était sous la dépendance de son effet placebo, ou nocebo d'ailleurs, on est forcément ébahi et respectueux de Knock. Bon, vous vous souvenez de est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille, mais vous vous souvenez peut-être pas que juste après, c'est le tambour-major qui gratouille, et donc il dit ça gratouille. Et Knock lui dit, mais est-ce que ça ne vous gratouille pas plus quand vous mangez de la tête de veau vinaigrette? Et le tambour-major répond, je ne mange jamais, mais si j'en mangeais, je pense que ça me gratterait plus. Ça c'est fort, quoi. Ça c'est fort, parce que c'est vraiment l'effet nocebo induit par la question. Donc moi, respect absolu. Il y en a d'autres qui sont assez forts dans le maniement du placebo. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord, mais ce sont les homéopathes. Là, c'est Heinemann, donc la théorie de l'homéopathie, la dilution infinitésimale, le mouvement. Et bon, sur l'homéopathie, sur lequel j'avais pas mal travaillé, en gros, quand on reprend les essais cliniques, c'est assez simple. Plus l'essai est mal fait, plus il est positif. Donc, pour montrer que l'homéopathie marche, il suffit de mal faire un essai thérapeutique, et il y a plein de façons de mal faire un essai thérapeutique. En revanche, si on fait un essai contrôlé, randomisé en double aveugle, avec une analyse en intention de traiter, avec un bon critère d'évaluation, etc., en général, c'est négatif. Mais l'homéopathe, donc l'homéopathie, la granule en elle-même, laissons tomber. L'homéopathe, en revanche, a un effet placebo magnifié.
Parce que quand vous allez voir un homéopathe, il vous garde 45 minutes, 1 heure, il vous demande de décrire les symptômes avec extrêmement de précision, et si c'est gratouille ou chatouille, là, est-ce que ça vous gratouille plutôt le matin, plutôt le soir? Est-ce que c'est plutôt la narine gauche ou la narine droite qui vous chatouille ou qui vous gratouille? Et vous allez avoir un traitement différent si c'est la narine gauche ou si c'est la narine droite. Donc là, vous vous sortez de là, vous dites, il m'a vraiment écouté, hein. Il m'a même demandé quelle narine grattait. Donc là, vous avez une personnalisation, on parle des traitements personnalisés, targeted treatment. Ben maintenant, il n'y a pas plus personnalisé que l'homéopathe. En plus, il y a toute une symbolique, des petites granules, il ne faut pas les toucher avec la main, il faut les mettre 5 fois par jour, il ne faut pas prendre de dentifrice à la menthe. Enfin, tout ça étant... C'est magnifique. Mais surtout, ne cherchez pas à savoir si ça marche. C'est comme si vous cherchiez à comprendre comment le prestidigitateur coupe la femme en morceaux. Si le prestidigitateur arrive sur scène en disant « voilà comment je vais faire mon truc, regardez, il y a un double fond dans ma boîte et tout », bah, c'est foutu, vous n'y croyez pas. Donc l'homéopathie ne marche parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Donc il ne faut surtout pas essayer de savoir comment ça marche, il faut dire « ça marche ». Alors avec François Chaste, donc, de l'Académie de pharmacie, on a fait un chapitre dans le bouquin sur la prise en charge des maladies chroniques. On s'est intéressé à l'essai placebo, l'essai nocebo, et on a essayé de chercher toutes ces médecines parallèles, que j'appelle plus souvent des médecines perpendiculaires plus que parallèles. Et alors là, c'était ce qu'on a écrit quand on a écrit le bouquin, mais tout ça c'est faux. C'est-à-dire depuis, il y en a plein qui ont disparu, puis il y en a d'autres qui ont apparu, et donc c'est un mouvement perpétuel. La vraie seule question, c'est est-ce que le médecin ou le soignant qui utilise la mésothérapie ou le jeûne thérapeutique ou la zoothérapie, il croit vraiment lui-même? Donc, si vous ajoutez à l'effet placebo de l'acte l'effet placebo du médecin ou du soignant générant l'acte, ou s'il croit quand même que c'est un placebo thérapeute. Malheureusement, je crains qu'il croit qu'il soit un médicament ayant utilisateur d'un médicament ayant une activité pharmacologique. Bon, s'il y croit, après tout, ça augmente peut-être sa conviction. Le grand danger de tout ça, c'est le diagnostic. Le bon usage du placebo ne peut se faire qu'après un bon diagnostic. Et on espère que... j'ai une triste histoire très récente d'une dame que je connais justement dans ma campagne angevine, qui avait très mal au dos, très mal au dos. Et en Anjou, quand vous avez mal au dos, vous commencez par le rebouteau. Vous n'allez pas d'abord chez le médecin, vous commencez par le rebouteux, le toucheux. Bon, elle est allée chez le rebouteux qui lui a mis des ventouses, et les ventouses lui ont cassé l'omoplate parce qu'elle avait un myélome multiple. Donc là, franchement, on atteint des choses inacceptables. Moi, ma technique placebo, chacun la sienne, hein. Moi, j'étais gastro de formation, donc j'ai eu une consultation avec beaucoup de colopathes. Vous savez, ces gens qui disent « j'ai mal au ventre, je digère mal, je rote, j'ai du douleur ». Bon, alors, il faut les écouter. C'est souvent des gens qui viennent vous voir, ils ont déjà mangé des kilos de médicaments. Très important de prendre l'histoire thérapeutique de ces malades. Ils vous sortent 25 médicaments. Si vous ne faites pas ça d'abord et que vous leur proposez un des médicaments qui est dans la liste des 25 qu'ils ont déjà pris et qui n'a pas marché, vous êtes mort. Vous êtes foutu parce que, ah bon, ça, vous me prescrivez ça, docteur? Oh là là, j'en ai déjà pris, c'est catastrophique, j'étais beaucoup plus mal. Donc il faut d'abord leur demander la liste exhaustive de ce qu'ils ont pris et bien choisir quelque chose qu'ils n'ont jamais pris. Après, il faut leur faire un petit dessin. Donc moi, je faisais un petit dessin. Le spasme. Le spasme fait mal. Le spasme, contraction. En amont de la contraction, il y a une dilatation. Quand il y a dilatation, il y a fermentation. Et s'il y a fermentation, il y a gaz. S'il y a gaz, il y a dilatation. S'il y a dilatation, il y a spasme. Et hop, alors bon, vous pouvez le faire dans l'autre sens, hein, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y avait un peu de physiopathe. Et je leur dis, je vais vous donner un tout petit peu de diazépam, Valium, mais 2 mg. C'est une posologie pour bébé. Ah, déjà, vous voyez, côté maternel de ça. Posologie pour bébé, c'est mieux relaxant. Je pense d'ailleurs que le diazépam est mieux relaxant sur le muscle strié, mais je ne pense pas qu'il ait d'action sur le muscle lisse. Or, le côlon, c'est un muscle lisse. C'est pas grave, c'est pas grave.
En tout cas, c'est mieux relaxant, c'est écrit sur la notice. Et juste, ça va vous relaxer le muscle. Mais ça ne va pas vous endormir à 2 mg. Et du coup, vous cassez le cercle. Bon, c'est pas très intéressant. La seule chose qui soit intéressante, je ne sais pas si ce que je disais était vrai, mais j'avais l'impression que des fois ça passait, des fois ça passait pas. Et il y a des malades, je me dis, tiens, celui-là, il va revenir dans un mois, il va dire, ah docteur, c'est merveilleux. Et tiens, celui-là, il va pas revenir dans un mois parce qu'il va dire, ce médecin est nul. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très relationnel. Donc, on va faire un petit jeu. Je me suis dit, je vais faire un petit jeu. Donc ça, c'est un petit test qui a été fait. Vous avez là 4 types de médecins. Donc un médecin d'une série qui était financée par Télé 7 jours. Le médecin en haut à droite, j'ai pris sur la page d'accueil de la Mayo Clinic, vous savez, la meilleur centre médical du monde. Donc lui, il est sérieux, la cravate et tout. Michigan State, lui, plus pour la mixité. Et puis, un vieux tableau anglais du début de la fin du 19e, où vous voyez le docteur, là, qui se gratte la barbichette devant le lit de l'enfant malade avec les parents qui sont derrière, dans cette petite maisonnette anglaise. Alors, question, vous avez le droit à lever la main une seule fois. Qui pense qu'il aurait un meilleur effet placebo avec le docteur numéro 1 ? Qui croit au docteur numéro 2 ? Qui croit au docteur numéro 3 ? Et qui croit au docteur numéro 4 ? Bon, ben la réponse est chacun son docteur. Chacun son effet placebo. Vous faites comme vous voulez du moment que vous... Et d'ailleurs, c'est la vie ça. On a les malades qu'on mérite et on a les médecins qu'on mérite. On choisit son médecin. Donc je ne sais pas quelle est la bonne réponse. La salle était plutôt en faveur du 2 et du 3. Donc on a l'impression que vous avez un effet blouse blanche qui vous fascine. Mais je n'ai pas la bonne réponse. En tout cas, ça c'est clairement démontré. La façon dont on le donne. Là, vous avez un placebo qui a été donné. Avec ça, vous irez mieux dans quelques jours. Ou je ne suis pas certain que ça marche, mais on verra bien. Ben, c'est pas la même chose dans l'efficacité, c'est évident. Là aussi, c'est en fonction de la qualité du suivi. Ça, c'est dans la rectocolite hémorragique. Vous voyez que les malades qui sont suivis plus de 3 fois dans la durée de l'étude, des essais cliniques, répondent mieux que ceux qui ont un suivi plus lâche. Donc, il faut les voir souvent. Couleur du comprimé, ça c'est très important. Là aussi, on a comparé du rose et du bleu. Eh bien, les effets indésirables étaient différents. Le comprimé rose sédate, calme. Le comprimé bleu est plus excitant. Et donc, la façon dont on choisit son placebo a de l'importance. Et puis ça, c'était une belle étude qui avait été faite sur l'observance. Donc, est-ce que les malades qui prennent bien leur traitement ont un meilleur effet thérapeutique? Alors, ce sont les bêta-bloquants dans le post-infarctus du myocarde. Vous voyez sur la colonne du bas que le nombre de récidives et les mortalités secondaires au premier infarctus, on avait une mortalité qui était de près de 4% dans le groupe placebo, 1,6% dans le groupe bêta-bloquant. Donc, ce sont des essais comme ça qui ont démontré que les bêta-bloquants étaient des médicaments efficaces dans le post-infarctus. La chose est acquise. Maintenant, on va séparer les malades entre ceux qui prennent bien leur traitement, adhérents à plus de 75%, et ceux qui prennent mal leur traitement. Et vous voyez qu'il y a une espèce de morale, une punition à ne pas être observant. Vous voyez que si vous n'êtes pas observant, dans le groupe placebo, on passe de 3 à 5, dans le groupe bêta-bloquant, de 1 à 4. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il vaut mieux bien prendre un placebo que mal prendre un bêta-bloquant. Vous prenez bien votre placebo 3,6, vous prenez mal votre bêta-bloquant 4,2. Autrement dit, la façon dont on est, la façon dont on se comporte, d'être observant pour son traitement, c'est probablement aussi d'être observant pour son régime, c'est d'observant sur l'effort physique, et tout ça contribue. Mais vous voyez, il vaut mieux être adhérent au placebo
que non adhérents au bêta-bloquant. Alors vous me dites, s'il y a des cardiologues ou des physiologistes cardiaques ici, il y en aura bien pour me dire, oui, mais c'est normal parce que les bêta-bloquants, quand on les arrête, ce qui est le cas des non-adhérents, les non-adhérents, ils prennent, ils arrêtent. La fois qu'on arrête un bêta-bloquant, on augmente son risque. Alors, je m'étais préparé à cette réponse et je me suis dit, bah ouais, mais on fait la même chose avec des statines. Et là, on ne peut pas dire que c'est le jour où on arrête les statines qu'on va brutalement faire un infarctus. Et bien, on trouve exactement les mêmes résultats sur la mortalité à 5 ans en prévention secondaire chez les hypercholestérolémiques. Il vaut mieux bien prendre un placebo que mal prendre une statine. Tout ça pour venir quand même à la problématique de « ok, c'est bien joli, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ?» Alors qu'on joue avec le placebo pour amplifier son effet thérapeutique, soit, mais qu'est-ce qu'on fait contre l'effet nocebo ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la prise en charge, pour aider ces malades qui se plaignent d'avoir perdu leurs cheveux avec le lévothyrox ? J'ai une malade qui est venue me voir en disant « Docteur, regardez le lévothyrox, c'est horrible, j'ai maigri, j'ai la peau qui est devenue toute sèche, et j'ai perdu mes cheveux. » Et bon, elle avait des cheveux, elle avait l'air d'avoir des cheveux, quoi. Et elle avait des cheveux courts, et elle me montre une photo d'elle, elle avait les cheveux ici. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez, docteur, j'ai dû me couper les cheveux. Donc, elle n'avait pas perdu ses cheveux, elle s'était été coupée, mais effectivement, elle en avait moins qu'avant. Mais bon. Donc, le lévothyrox, le Lyme chronique, borréliose de Lyme, le Covid long. Alors, dans le Covid long, il y a clairement deux pathologies. Il y a les malades qui ont une fibrose pulmonaire et qui, à l'évidence, gardent des séquelles respiratoires, parfois définitives. Et puis, il y a tous ces malades qui font des Covid plutôt pas graves et qui restent fatigués pendant des mois et des mois, alors que tous les examens sont négatifs, qu'il n'y a plus de virus, qu'il n'y a pas d'atteinte pulmonaire majeure, etc., etc. La fibromyalgie, les syndromes post-traumatiques. Et donc, Brigitte Rand, qui s'occupe beaucoup de Covid long à Pompidou, elle a sorti une espèce de recommandation consensuelle avec une équipe sur la prise en charge de ces effets nocebo. Et elle dit, surtout ne pas remettre en cause la réalité des symptômes, ne pas leur dire, arrêtez, vous faites du cinéma, hop. Ne pas remettre en cause une hypothèse physiopathologique, parfois tortueuse, mais c'est bien d'asseoir sa prise en charge sur de la physiopathe. Il faut dire, oui, d'accord, le diagnostic est fait, mais il y a un certain nombre d'hypothèses qu'il faut qu'on continue à travailler sur vos symptômes. Et puis, il y a à la fois une action, disons, d'évitement, on va dire, si vous avez surtout un essoufflement quand vous courez, courez pas trop, quoi. Et puis, petit à petit, on va arriver à, au contraire, un renforcement, c'est une reprise de l'effort. Il faut qu'il y ait un travail progressif, une baisse de l'évitement et une augmentation du renforcement. Et voilà, donc ça c'est toute une série de prises en charge et surtout il faut faire ça avec beaucoup de transparence, pas dire vous êtes fous, mais travailler avec la famille, avec les soignants pour les rassurer. Dernier point dont je voulais vous parler, c'est un point sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, c'est la méthodologie des essais cliniques et la place du placebo. En gros, si vous faites un essai en crossover, où le malade a deux séquences, une fois le traitement actif, une fois le placebo, ou dans l'autre ordre, ça magnifie toujours l'effet. Parce que le malade sait qu'à un moment, il aura un bon médicament. Donc ça marche mieux que dans les essais en parallèle. Et puis, on avait travaillé aussi sur l'effet du consentement. C'était un peu pervers, hein, je l'avoue. C'est des malades qui arrivaient à l'hôpital et qui disaient « Donnez-moi quelque chose pour dormir, parce que à l'hôpital, on ne peut pas dormir, ce qui n'est pas faux. » Alors, on les randomisait. La moitié qui se plaignait de ne pas pouvoir dormir, on leur donnait un truc pour dormir, en leur disant « Voilà un truc pour dormir. » Entre parenthèses, c'était un placebo. Et l'autre moitié, on leur disait « Voudriez-vous participer à un essai thérapeutique où vous allez avoir soit un placebo, soit un nouveau médicament pour dormir ?» Et quand ils disaient oui, on leur donnait soit un placebo, soit un placebo. Donc à la fin, tout le monde avait du placebo. Mais dans un cas, il avait du placebo donné pour dormir,
Et dans l'autre cas, il avait un placebo donné pour voir si le placebo était mieux ou moins bien que le médicament pour dormir. Bon, bah vous vous doutez des résultats. Donc ça, c'est le crossover qui marche mieux que le parallèle. Et ça, c'est l'efficacité du consentement. Et vous voyez que quand on a le médicament sans le consentement du risque placebo, c'est la courbe verte, on a des résultats qui sont meilleurs que quand on vous demande votre consentement. Alors, dans les essais cliniques, il y a tout le problème de l'éthique de l'essai versus placebo. Peut-on donner un médicament placebo alors qu'il y a des médicaments actifs dans telle ou telle maladie ? Il reste quand même des endroits où clairement seul l'essai versus placebo est possible. C'est quand il n'y a pas de traitement de référence ou quand il n'est pas dangereux pour le malade d'attendre un petit peu pour avoir le traitement actif. Sur un malade hypertendu ou hypercholestérolémique, si vous retardez de 3 mois la mise sous traitement de son hypertension, c'est vraiment pas grave. Donc vous pouvez prendre le temps de l'inclure dans un essai thérapeutique pas trop long, où il y a un bras placebo, et puis vous pouvez mettre un traitement de secours, etc., etc. Donc finalement, les seules situations où le placebo est impossible, c'est quand la maladie est grave et urgente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre, et où il y a un traitement vraiment efficace, et ne pas le donner serait éthiquement inacceptable. Mais le problème, c'est que quand on ne fait pas d'essais versus placebo, on fait des essais versus un traitement de référence, qui sont souvent des essais qu'on appelle de non-infériorité. On cherche malheureusement pas forcément à être mieux, mais simplement à ne pas être inférieur au traitement qui existe. Et pour plein de raisons méthodologiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas, l'essai de non-infériorité est extrêmement difficile à mener, extrêmement pervers, extrêmement dangereux, et de dire ce médicament est efficace parce qu'il est aussi bien qu'un autre médicament efficace est en fait assez faux. On peut très bien être aussi bien qu'un médicament de référence sans être pour autant différent d'un placebo. Donc c'est pour ça que l'essai versus placebo, il est extrêmement performant. Si je suis meilleur qu'un placebo, je suis un médicament. Après, la question de est-ce que je suis mieux ou moins bien que les autres, c'est autre chose. Mais au moins savoir d'abord si je suis un médicament. Éthique et placebo. Alors là, moi j'ai une position qui va peut-être pas vous plaire, mais je préfère, pardon pour le mot, consommer quelques malades dans un bel essai pour être sûr que le médicament marche, plutôt que de ne pas savoir s'il marche et de le donner à des milliers de malades et de m'être trompé au début. Donc, individuellement, de toute façon, l'essai clinique, c'est inéthique. Le serment d'Hippocrate, c'est je donnerai au malade le mieux que je puisse avoir. L'idée de randomiser un malade, c'est-à-dire de lui donner une chance sur 2 de ce qu'il y a de mieux et donc une chance sur 2 de ce qui risque d'être moins bien, c'est inéthique. Individuellement, c'est inéthique. Mais si vous admettez que si vous voulez être éthique pour les milliers de malades d'après, il faut commencer par être quelque part inéthique par la recherche clinique pour les quelques malades qui vont faire l'essai au début, à ce moment-là, vous devez admettre que l'effet versus placebo est la meilleure façon d'être certain de l'efficacité d'un médicament. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que, comme je vous le disais pour le bêta-féron dans la CEP, le placebo va mimer le médicament auquel il est comparé dans ses effets indésirables. Vous voyez que là, c'est un essai thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque. Et l'iberdomide avait, je ne suis pas sûr que ce soit l'insuffisance cardiaque, le taux d'effet indésirable dans le bras placebo est de 65%. Il est à peu près au même niveau que les différentes doses d'iberdomide. Là, dans un autre exemple, où là, le molnupiravir, qui est un médicament du Covid, ne donne que 30%, et bien là, brutalement, le placebo, il est à 30% aussi. Donc finalement, il est au taux de son concurrent. Ce qui prouve bien l'effet de pollution des informations et du recueil de l'information. Souvent, quand on a des médicaments qui sont développés en parallèle et qui ne se sont pas comparés l'un à l'autre, on va regarder les essais. Alors là, vous avez 3 médicaments ABC dans la même indication
qui se sont comparés au placebo. Et vous mesurez la survie sans progression, PFS, et vous voyez qu'a priori, celui qui donne la meilleure survie sans progression, c'est le traitement A, 63 semaines, c'est mieux que B, c'est mieux que C. OK. Mais après, vous regardez le bras placebo, qui normalement doit répondre pareil, puisqu'ils ont tous le même produit, le placebo. Et bien, vous voyez que le placebo du traitement A et du traitement B marche mieux que le placebo du traitement C. Alors, le placebo ne marche pas mieux, le placebo ne marche pas plus mieux ou moins mieux, simplement que les critères d'inclusion dans l'étude A ou B avaient inclus des malades moins graves que dans l'étude versus C. Donc, comme les malades étaient moins graves, ils progressaient moins. Donc, ça veut dire que A et B, quelque part, peuvent être comparés entre eux, puisque le placebo fait à peu près la même chose. Donc, les malades ont le même niveau de gravité. Mais C, ce n'étaient pas les mêmes malades. Donc, on ne peut pas dire que C soit moins bien. C'est plutôt les malades de l'essai qui étaient plus graves. Vous voyez, ça, c'est des petits trucs avec lesquels le placebo, finalement, est utile. Et puis, un dernier pour la route. New England Journal of Medicine. Asthmatique. Albuterol, donc un bêta-2. On a commencé avec les bêta+, on finit avec les bêta+. Un essai crossover 4 bras. C'est-à-dire que le malade a 4 séquences successives. Dans un ordre randomisé, là encore, en double aveugle. Une fois, il a l'albuterol, le bêta-stimulant qui va améliorer ses capacités respiratoires. Une fois, il a un spray avec un placebo d'albutérol. Une fois, il a de l'acupuncture fantôme. Alors, l'acupuncture fantôme, c'est de l'acupuncture, mais pas sur les méridiens chinois. On pique à côté, mais on pique. Pour faire les essais thérapeutiques en double aveugle de l'acupuncture, donc acupuncture sur méridien chinois versus acupuncture sham, fantôme, c'est une méthodologie assez particulière, c'est assez subtil. Vous avez le malade qui est allongé, vous avez un premier investigateur, un acupuncteur, qui sait si le malade va être rhombodomisé dans le bras acupuncture vrai ou dans le bras acupuncture fantôme. Et il connaît ses repères, puisqu'il est acupuncteur, il connaît les méridiens chinois, et il met des petites croix sur les méridiens quand c'est un malade du groupe acupuncture, et hors des méridiens quand c'est un malade du groupe contrôle. Et une fois qu'il a mis ces petites croix, on recouvre tout ça d'un champ, et on met juste des petits trous là où il y a les petites croix, et il y a un deuxième acupuncteur qui vient juste piquer. Mais lui, il n'a pas les repères. Donc il ne sait pas s'il pique dans le méridien ou à côté du méridien. Il pique là où on a mis une petite croix. Donc il ne risque pas de piquer différemment, avec plus de conviction, avec quand c'est du placebo et tout. Donc, quand on fait ces vrais essais double aveugle, enfin, le malade ne sait pas et celui qui pique ne sait pas, il n'y a pas de différence entre l'acupuncture méridien chinois et l'acupuncture fantôme. Donc, nous sommes tous acupuncteurs, il suffit d'acheter des aiguilles à acupuncteur, puisque finalement on peut piquer n'importe où, mais il faut le faire sérieusement, hein. Faut pas dire je te pique n'importe où. En tout cas, bon, alors c'était là, ils avaient de l'acupuncture fantôme hors des méridiens chinois, et puis la quatrième séquence, c'était rien du tout. Et les critères d'évaluation, il y en avait deux. Il y avait le FEV1, la fonction expiratoire en une seconde. Donc, on souffle bien fort et on mesure la capacité expiratoire qui est proportionnelle au degré de dilatation ou de constriction bronchique. Et puis, il y avait une question toute simple, comment ça va, quoi? Eh bien, c'est beau la pharmacologie. Sur le FEV1, la seule chose qui marche, c'est l'albutérol. Quand vous donnez un placebo d'albutérol, ça n'améliore pas vos capacités respiratoires. Quand vous donnez de l'acupuncture, ça n'améliore pas vos capacités respiratoires. Et quand vous donnez rien, ça n'améliore pas vos capacités respiratoires. Donc, l'honneur pharmacologique est sauf. Maintenant, quand on leur demande comment ça va, c'est beau l'amour, ça va quand on s'occupe de moi.
Quand on me donne de l'albutérol, du placebo d'albutérol ou de l'acupuncture, ça va tout de suite mieux. Ça va pas quand on ne fait rien. Voilà, donc c'était l'ultime exemple de ce qui n'est pas une démonstration. Hein. Au terme de tout ça, moi, j'en sais rien de ce que c'est l'effet placebo. Je sais que ça existe, je sais comment l'utiliser, je sais peu ou prou pourquoi c'est là, mais j'ai toujours pas compris. Hein. Franchement, j'ai toujours pas compris. Voilà, merci beaucoup.